Et donc au-delà de cette mobilisation unitaire du PC, de la SFIO, des radicaux socialistes, ce qui est un peu l'équivalent d'aujourd'hui des radicaux de gauche, de la Ligue des droits de l'homme, de la CGT, de la CGTU et plein d'autres organisations, eh bien ce courant-là, ces mobilisations ont créé un puissant courant unitaire qui va avoir des répercussions après pendant des mois et qui va aboutir notamment à la victoire électorale du Front populaire et aux mobilisations des grévistes dans le département et ailleurs. Dans le Finistère se crée, alors il ne faut pas que j'oublie je parle, mais... Vous voyez, ça c'est la manifestation de Brest. On porte... Alors, pendant la manifestation des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de manifestants, je crois que c'est dans le sud de la France, qui ont fait une décapitation symbolique de M. Macron, rappelant un peu ce qui s'était passé pendant la Révolution française. Il y a beaucoup de similitudes pendant le Front populaire avec les symboles qui ont été repris de la Révolution française. Et là, ce sont des têtes coupées qui sont une image qui renvoie directement à la Révolution. Et ça relativise un peu le pseudo-scandale qu'il y a eu après la décapitation symbolique de M. Macron. Et donc il y a une très forte poussée unitaire et il y a des comités antifascistes qui se créent dans tout le département. Alors pour aller vite, ces comités, il y a des petits débats à l'intérieur. Le Parti socialiste et les radicaux voudraient que ce soit des cartels d'organisation. Les communistes et une partie des syndicalistes voudraient que ce soit des regroupements d'individus, c'est-à-dire des organisations de masse qui participent à la politisation de la période. Donc vous voyez qu'il n'y en a absolument pas dans le Léon, qu'il y en a quelques-uns dans le centre Finistère, mais plutôt du côté près de secteurs industriels, les mines, l'arsenal de Pont-de-Buis, etc. Et donc il y a une relation extrêmement importante entre les comités, évidemment, l'implantation des partis de gauche et les zones industrielles dans le département. Et ces comités-là continuent à se développer pendant l'année 1934 et 1935, organisent des manifestations, des mobilisations. Sur mon bouquin, il y a la photo d'une grève dont on reparlera de tout ça, des grèves, mais d'une grève qui a eu lieu à Rospordin, et le comité de Front populaire, le comité antifasciste qui est devenu le comité de Front populaire après, participait à alimenter la soupe populaire qui permettait aux grévistes de tenir le coup pendant plusieurs jours. Alors l'antifascisme dans le Finistère n'est pas arrivé simplement avec les journées de février 1934. Il y a un antifascisme anticlérical qui est assez particulier dans le département, assez original, et en tout cas qui a un poids et une puissance qu'on retrouve rarement ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une église catholique forte, je vous montrerai tout à l'heure son implantation, et donc ça crée en réaction le développement de ce qu'on appelle le comité de défense laïque du Finistère, qui est un des comités de défense laïque les plus puissants de France, et qui a une vie interne extrêmement développée. On a 42 cantons dans le Finistère à ce moment-là. Dans 40 cantons, il y a une section cantonale. Ils ont un journal départemental que vous pouvez retrouver dans les archives départementales sur Internet. Hein. C'est totalement en ligne. Et ces comités-là font passer l'image d'un cléricalisme qui se rapproche du fascisme. Il faut savoir qu'en 1933, 1934 et 1935, le comité de défense laïque du Finistère organise une tournée théâtrale. Il y a le mois prochain, si j'ai bien compris, une conférence chantée. Il y a maintenant des conférences, je crois que c'est agité qu'on dit, un petit peu partout. Donc on est en train de se réapproprier dans les milieux militants du théâtre populaire. Et là, c'est pareil. Il y avait une troupe franc-maçonne parisienne qui avait été invitée par le comité de défense laïque qui a fait une tournée dont une des pièces était
écrite par un monsieur qui s'appelle Yves Lefebvre, qui est originaire de la région, et qui a fait une pièce qui s'appelle La Terre des Prêtres, qui est terriblement anticléricale, Et quand il l'a fait jouer dans le département, eh bien, les comités catholiques ont essayé d'empêcher physiquement les pièces de se tourner, de se jouer, pardon, avec des lances, des accrochages, on se tapait dessus, il y avait des boules puantes qui étaient lancées dans les pièces, etc. C'était d'une violence relativement importante. Et vous voyez que ça continue très clairement, puisque là il y a une manifestation des filets bleus, c'est la manifestation des filets bleus à Concarneau, qui aujourd'hui se fait en plein été sans que personne ne trouve rien à y redire. Et là, le comité de défense, de défense laïque et le comité de Front populaire ont organisé un appel aux pêcheurs pour qu'ils ne pavoisent pas leurs bateaux pendant que l'évêque parcourait les rues avec les bannières. Donc il y a vraiment une tradition dans le département. Et les comités antifascistes se sont transformés petit à petit, au fur et à mesure que la situation politique changeait, et au fur et à mesure que les partis politiques, Parti socialiste, Parti radical et Parti communiste se rapprochaient pour créer le Front populaire, eh bien, ces comités antifascistes se sont transformés en comités de Front populaire dans le département. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important parce que ce sont des structures unitaires qui donnent de l'espoir à la population, qui en même temps, je le dis, organisent des réunions, organisent des assemblées et permettent une politisation collective qui n'existait pas depuis extrêmement longtemps. Alors cette politisation et ce besoin d'unité, en 1935, finissent par aboutir à la fusion syndicale entre, je vais vite, hein, je suis désolé, mais le temps étant imparti, je vais rapidement. La fusion syndicale qui aboutit ici dans le département en décembre 1935 et au niveau national en mars 1936. Il y avait deux CGT dans le département. Une CGT confédérée, la CGT qui avait gardé la vieille maison, si vous voulez, qui était une CGT plutôt réformiste, qui était implantée dans la fonction publique, chez les travailleurs de l'État à l'Arsenal, très peu dans les entreprises privées. Elle avait à peu près 6500 adhérents au moment de la fusion. La CGTU, elle, quant à elle, je ne sais pas si j'ai la photo après, la CGTU, quant à elle, est une CGT qui est plutôt implantée chez les travailleurs du privé. Et notamment, l'épisode le plus connu dans le département, mais il est très symptomatique de ce que était la CGTU, c'est l'arrivée de Charles Tillon à Douarnenez et l'animation, mais c'est pas lui qui a créé la grève, mais il a animé la grève, il a soutenu, il n'a pas été le seul, hein, puisqu'il y a un certain nombre de délégués parisiens de la CGTU qui ont débarqué à ce moment-là, à Douarnenez, fin 24, début 1925, et une grève qui a été victorieuse. Bon, vous savez que le maire a reçu un coup de pistolet dans la gorge et il y a eu les cordes vocales abîmées. Et donc voilà. Et un autre des moments, alors il y a eu des grèves aussi en 1926-27 dans les conserveries du Pays Bigoudin, qui ont eu un certain retentissement, mais beaucoup moins que Douarnenez, qui a eu un retentissement national. Et il y a eu enfin des grèves à Concarneau, pendant une dizaine de jours. C'est une des grèves les plus importantes de la période qui a été dirigée par la CGTU. Et vous voyez ici les grévistes au-dessus du petit graphique de la courbe des grèves. Et vous voyez un monsieur avec un chapeau et une cravate. Et donc c'est Pierre Guéguin, et c'est en 1929, qui va devenir le futur maire communiste de Concarneau. La courbe des grèves vous montre qu'en 1920, il y a eu une très grande grève, notamment à la SNCF, qui s'est, juste à la sortie de la guerre, qui s'est, comment dirais-je, fracassée sur le mur de la répression étatique et qui a donné
une amertume forte dans le monde des cheminots, et qui est resté extrêmement calme après, pendant extrêmement longtemps. Il y a eu beaucoup de licenciements. Et une fois que cette grève a été terminée, dans le département, ça a été le calme plat jusqu'en 1936. Et donc, la fusion qu'il y a eu sur Brest fin 1936, et aussi, fin 1935, pardon, est aussi liée à l'émeute qu'il y a eu à Brest en août 1935. Alors, il y a eu une émeute à Brest et, pour les mêmes raisons, à Toulon, au même moment, puisque pendant la période, le gouvernement a décidé de faire une politique de déflation, de bloquer les salaires des fonctionnaires et des travailleurs de l'État, d'augmenter les prix. Et évidemment, eh bien, ça a eu des conséquences que vous imaginez, puisqu'il y a eu un renouveau de la conflictualité, des conflits sociaux à ce moment-là. Et le jour de la paye, au début du mois d'août, les ouvriers d'Arsenal, qui avaient fait quelques grèves en janvier, février, des rassemblements, etc., eh bien, début août, ils reçoivent leur paye qui a été abaissée d'une dizaine de pourcents. Et donc, ils décident à ce moment-là de sortir dans la rue. Et c'est l'émeute qui démarre, qui dure plusieurs jours. Les ouvriers se retrouvent à faire des barricades dans les rues. Alors, vous voyez là la troupe. Ce sont des troupes coloniales qui sont amenées de partout, avec le fusil à l'épaule, qui essayent d'empêcher les émeutes. Mais évidemment, les gens quittent une rue. Bah, en ce moment, on a un exemple de Paris, de manifestants qui ne sont pas encadrés et qui réussissent en Brest. À cette époque-là, en plus, c'était des toutes petites rues. Voilà. Et donc, l'émeute continue pendant 3 jours. Ce sont des ouvriers de l'Arsenal pour la plupart, des ouvriers de la ville aussi, puisqu'il y a quelques ouvriers du bâtiment qui se mettent en grève assez spontanément en soutien. Et malheureusement, il y a 3 morts et des dizaines de blessés. Les forces de droite ont essayé à l'époque de faire croire qu'il y avait un complot communiste. Quand ils disent communiste, c'est un complot, c'est-à-dire les forces qui s'opposent à ceux qui sont au pouvoir. Et donc, il y a eu des enquêtes, on a repéré 2 militants qui auraient peut-être amené de l'argent à des émeutiers, il y aurait des billets qui auraient circulé. Et bon, après, ma propre enquête et celle d'un certain nombre d'historiens qui sont penchés sur la question, évidemment, il n'y a eu absolument aucun complot. Parce qu'en plus, on était en train c'était au mois d'août 1935, de construire le Front populaire. Et évidemment, le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti radical n'avaient pas besoin, pour aller dans cette dynamique unitaire-là, de faire une émeute à Brest. En plus, quand on fait une émeute à la pointe de la Bretagne, et tout dans le sud, et qu'on laisse Paris sans rien, c'est d'un point de vue stratégique complètement stupide. Et donc, voilà, cette émeute se termine malheureusement par une défaite, c'est-à-dire que le gouvernement gagne, mais les 3 morts ont fait beaucoup et les dizaines de blessés ont fait beaucoup. Il y a eu des dizaines de personnes qui ont été arrêtées. Alors moi j'ai regardé le profil des personnes qui ont été arrêtées et elles sont toutes, parce qu'on a parlé aussi de voyous qui avaient été payés, etc. Elles sont toutes, ou quasiment toutes, des ouvriers de l'Arsenal, des personnes installées dans la vie, qui ont un métier, et qui vraiment, là, se sont révoltées contre la situation qui leur a été faite. Et donc, ce qui explique que quelques mois, en partie, je dis bien qu'en partie, que quelques mois plus tard, eh bien, les 2 organisations syndicales, CGT et CGTU, fusionnent. Alors, il y a un autre élément international qui a beaucoup joué, c'est que l'international communiste, avec Dimitrov, qui arrive, c'est un dirigeant international qui arrive à ce moment-là à la tête de l'international communiste, décide d'approuver ce qui se passe en France, c'est-à-dire la politique, après un long débat, il y a eu un long débat à la tête de l'international, décide d'approuver la politique des fronts populaires, qui commencent à se dessiner aussi dans d'autres pays, en Espagne, en Amérique du Sud,
Et donc en France en tout cas, la porte est ouverte. Et au niveau syndical, il y a un dirigeant du PC, Marcel Giton, qui est un dirigeant du PC et de la CGTU, qui publie un texte dans l'Humanité pour dire, et ça c'était un casus belli de la part de la CGT confédérée, pour dire que les communistes ne feraient pas de fraction dans l'organisation syndicale. Et donc c'est publié, c'est officiel, et à partir de ce moment-là, les confédérés acceptent la fusion. Et cette fusion-là est un élément catalyseur, mais vraiment un catalyseur, pour ce qui va suivre après. Et ça, c'est dans le monde syndical. Et dans le monde politique, c'est pareil, il y a un regroupement sur lequel je vais rapidement passer. Alors, je crois que voilà, les scènes des je parle trop vite et puis je ne montre pas forcément toutes les images. Tout ça se retrouve sur Internet, hein, au niveau de la dépêche de Brest notamment, qui est dans celle du Télégraphe. Vous retrouvez tous ces éléments. Donc le regroupement politique se fait entre le Parti socialiste et le Parti communiste et le Parti radical. Le parti, pour partir du plus petit, le Parti communiste, il y a une centaine d'adhérents à ce moment-là, dans le département. Plutôt dans le sud, plutôt dans les ports de pêche, où se retrouvent à la fois des pêcheurs qui sont adhérents du parti et des ouvrières des conserveries. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Tillon, Enchanté rouge, les femmes de Douarnenez avec le missel et la carte de la CGTU et du parti qui servait de marque-page. Voilà, c'est une belle image. Et donc, le PC était très peu implanté par ailleurs. Et c'était, comment dirais-je, une organisation qui avait beaucoup de mal à survivre à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas atteint la masse critique. La SFIO était plus importante, plus implantée, et elle, implantée au contraire du PC, plus dans le nord, avec autour de la région de Landerneau, beaucoup à Brest et dans la région de Morlaix. Avec un gros problème qu'a connu la SFIO, c'est que le député de Brest, Good, avait un penchant pour l'anticommunisme assez important et qu'il s'est mis à mal avec sa fédération et qu'il a été rapidement, avant le Front Populaire, exclu de la SFIO. Mais ça a créé un vide puisque les dirigeants socialistes brestois étaient quand même, suivaient quand même si lui a été exclu avec une partie des membres de la section de Brest, il y avait quand même un reliquat, si je puis m'exprimer ainsi, de socialistes anticommunistes. Par contre, sur votre région, le Trégor, apparaît à ce moment-là un très jeune militant, François Tanguy-Prigent, que vous connaissez évidemment tous, et qui commence à sillonner les campagnes, c'est un paysan, je ne vous apprends rien, et qui va à la fois être élu conseiller général en 1934. Malheureusement pour lui, il est trop jeune, je me rappelle plus de 4 ou de 5 jours pour avoir l'âge légal. Donc l'élection est annulée, il se représente quelques jours ou quelques temps plus tard, il est réélu. Et il est également élu maire de Saint-Jean-du-Doigt aux élections municipales de 1935. Sur la photo que vous voyez là, il apparaît, c'est le jeune homme qui est voilà, les bras croisés, ferme, avec une chemise et une cravate. Et vous reconnaissez à côté de lui Pierre Guéguin. Ils ont sillonné ensemble les campagnes pour faire des meetings contre Dorgère, dont je reparlerai tout à l'heure, qui était un fasciste vert, qui a beaucoup sévi dans la région. Et ils ont fait des réunions à la fois dans le Nord Finistère, dans le Sud. Ça se passait beaucoup mieux dans le Nord Finistère, qui était le fief paysan de la SFIO, que dans le Sud Finistère, où le PC n'était pas encore implanté dans le monde paysan. Et souvent, le fasciste vert était dégagé manu militari des estrades. Voilà. Et vous voyez qu'un comité départemental de Front Populaire a été créé pour encadrer tous les comités locaux. Et juste, je vous fais remarquer qu'il y a une femme avec un bonnet phrygien.
et qui est là le symbole de la Révolution française. Et donc c'est aussi le moment où le Parti communiste opère un rapprochement avec les symboles de la République. Et donc on commence à voir des drapeaux bleu, blanc, rouge. Le symbole phrygien est évidemment bien accepté. Et donc il y a une transformation qui commence à se faire petit à petit au début du Front populaire, au moment de la construction du Front populaire. Et il y a une quatrième force politique qui n'existe nulle part dans le département, sauf à Brest, et qui a un certain poids, les anarchistes libertaires, qui sont bien implantés sur Brest, notamment dans le port de Brest. Et évidemment, ce sont par définition des gens qui ne sont pas structurés. Et donc c'est assez compliqué d'organiser des choses, mais les comptes rendus de presse montrent qu'il y a des drapeaux noirs avec les drapeaux rouges dans les rues de Brest. Juste pour la petite histoire, il y a un livre sur Jules Le Gall qui vient de paraître là, par un professeur d'histoire brestois. Jules Le Gall était un de leurs militants les plus connus. Et il a écrit des pièces de théâtre qu'il a fait jouer à la Maison du Peuple de Brest. Et il était dans la loge maçonnique. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le nom du grand chef de la loge maçonnique brestoise, mais en tout cas, ça a été lui le chef. Il a été malheureusement, pour ces raisons-là, déporté par les nazis et il est mort en camp. Voilà. Donc, cette rapide présentation des partis politiques, arrivent les élections législatives de 1936. Et dans ces élections-là, c'est une victoire importante pour la gauche, mais avec des redistributions à l'intérieur du camp de la gauche. Alors, pour passer rapidement sur les droites, je dis les droites au pluriel, eh bien, elles reculent de 90 000 voix à peu près au niveau national. Les radicaux et apparentés, les radicaux socialistes qui font partie du Front populaire, ramassent un échec extrêmement important, puisqu'ils perdent 360 000 voix. Les socialistes perdent un petit peu. Par contre, le grand vainqueur des élections, c'est-à-dire que la politique unitaire a payé, c'est le Parti communiste, qui va gagner un peu moins de 700 000 voix par rapport à l'élection législative précédente. Malheureusement, c'est pas pareil chez nous. Voilà. Donc, la gauche perd en voix dans le département. Je vous ai mis les chiffres de 82 000 voix en 1932. Elle passe à un peu moins de 67 000 voix. Les forces adverses, que j'appelle les forces adverses, sont à presque 100 000 voix. Mais il y a quelques différences. Dans la circonscription de Quimperlé, par exemple, en 1932, il n'y avait pas de candidat de droite. C'est un radical socialiste qui avait été élu. Arithmétiquement, mécaniquement, le fait qu'il y ait un candidat de droite qui se présente, eh bien, la droite gagne déjà 10 000 voix. Alors, ces voix-là, il y avait eu un boycott des élections en 1932 des gens de droite. Donc, ces voix-là n'ont pas été prises sur le moment à d'autres forces politiques. Mais par ailleurs, il y a eu des bisbilles dans la circonscription de Quimperlé. Le fils de l'ancien député radical-socialiste s'est présenté contre le député radical-socialiste et ils ont perdu tout. Et donc les voix se sont dispersées parce que le fils n'était pas comptabilisé parmi les forces du Front populaire. Parce qu'il pouvait y avoir au deuxième tour qu'un candidat du Front populaire, parce que l'accord de désistement était normalement appliqué partout. Alors est-ce que c'est une victoire des droites? Moi j'ai fait le calcul de l'offre, ce que j'appelle l'offre politique locale. C'est-à-dire que si un candidat de droite est dans une circonscription et qu'il n'y était pas avant, c'est difficile de comparer les jeux de voix dans la population masculine. Masculine. Je précise. Parce que, effectivement, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et donc j'ai comparé toutes les circonscriptions où il y avait et des forces à droite en 32 et 36 et des forces à gauche pour voir les choses. Et c'est plus compliqué que ça, puisque la gauche progresse. Le delta est très faible, mais la gauche progresse. Donc voilà comment les choses se sont passées
chez nous, une victoire réelle de la droite en termes de sièges, puisque le rapport de force à l'Assemblée nationale, il est établi au niveau du nombre des sièges. Voilà un petit peu des cartes que vous retrouverez dans mon livre, qui sera à peu près. Les résultats du Front populaire sur le département. Regardez comment la SFIO est très ciblée sur le nord-est du département et très faible dans le sud. Ça a un rapport avec ce que je vous disais sur l'implantation. Regardez ce que le PC a comme implantation. Elle est faible partout, mais il a gagné en pourcentage et en voix par rapport à la situation de 1932. Et il y a 2 points qui se dégagent. La frange côtière du Pays Bigoudin et la région de Concarneau. Pierre Guéguin, qu'on a vu tout à l'heure, a failli être élu député. Au premier tour des élections, il était en tête des voix du Rassemblement populaire, du Front populaire. Pouchus, le candidat radical socialiste, a été battu. Et le Parti socialiste avait décidé de ne pas opposer de candidat à Pierre Guéguin parce qu'il savait qu'il y avait une probabilité qu'il arrive en tête. Malheureusement, le candidat radical socialiste, s'est maintenu au second tour, permettant l'élection d'un député de droite et d'une droite dure qui s'appelle Hervé Nader. Et le Parti radical socialiste, lui, regardez son implantation, elle s'est totalement asséchée, si je puis dire. C'est vraiment la circonscription de Morlaix et le sud de la Cornouaille. Alors, il a 2 élus, un dans la circonscription de Douarnenez dès le premier tour, et Lebaille, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la famille Lebaille à Plozévet. Et donc c'est le fils Lebaille, le père a été député puis sénateur, c'est le fils Lebaille qui remporte les élections dans cette partie. Et évidemment, dans votre circonscription, c'est Tanguy Prigent qui réussit à battre le leader radical socialiste, qui était une personnalité nationale du Parti radical socialiste. Et il est battu à plat de couture. Voilà un peu ce que donne, je passe très vite, les différentes parties de droite. La droite, quand même, a des scores importants sur une grande diagonale qui va du Léon au sud-est de la Cornouaille. Il y a un canton qui s'appelle le canton d'Arzano, qui est totalement à l'est, au sud-est de la Cornouaille, qui a des caractéristiques du Morbihan, de la droite morbihanaise, qui n'est pas du tout cornouaillais au niveau des attitudes politiques et des mentalités. Et enfin, il y a un phénomène qui n'est pas à négliger, les agrariens. Il y a des candidats agrariens qui se sont présentés, des candidats qui en appellent à la voix des paysannes, des paysans contre le monde des villes, contre le monde urbain, et contre les rouges, évidemment, au sens large, pour eux, tout ce qui est à leur gauche est rouge, ou presque. Et donc, voilà, ils sont implantés dans la région de Landerneau, ce qui n'est pas une coïncidence, puisque leur candidat a réussi presque à faire chuter un candidat qui est élu, un démocrate populaire, un démocrate chrétien, quoi, en quelque sorte, qui est élu depuis bien avant, depuis avant la Première Guerre mondiale. Et il y a eu pour la première fois un second tour. Et donc là, les choses ont été extrêmement difficiles. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de caractéristiques dans ces élections qui sont importantes. Puis arrive ce que j'appelle moi le moment ouvrier, les grèves de 36. Voilà, donc on est au cœur des choses. Et on oublie toujours les grèves de 1936. On pense souvent au gouvernement de Léon Blum, qui a été soutenu par l'ensemble des partis du Front populaire, bien évidemment. On pense aux 35 heures, aux 40 heures, on pense aux congés payés, on pense aux conventions collectives, toutes choses qui ont été obtenues sur le papier à ce moment-là, mais on oublie qui est à l'origine de ça. Ce sont les grèves. Et pourtant, je vais vous montrer très rapidement que ces grèves-là ont eu un impact relativement faible
au niveau numérique et dans la durée. Donc là, je vous ai montré le nombre de grévistes, de journées de grève dans le département. Évidemment, Brest, qui est le cœur ouvrier du département, a 16 000 jours de journées de grève, journées de travail perdues, enfin elles ne sont pas perdues pour tout le monde. Et le deuxième, c'est Morlaix. Voilà. Il y a eu à ce moment-là des acquis sociaux qui ont été obtenus, y compris dans des secteurs qui ne se sont pas mis en grève. Parce qu'une des caractéristiques, j'aime bien ce mot-là, c'est la sidération du patronat et des forces de morale. Ils ont été sidérés de voir le monde ouvrier se mettre en marche, arrêter les usines et ne plus leur fournir ce qu'on les marxistes appellent la plus-value. Et donc, ils se sont retrouvés bien embêtés. C'est parti d'une catégorie dans le département qui s'est mobilisée à de nombreuses reprises, qui a des traditions de grève dans le monde des conserveries. Alors quand je dis dans le monde des conserveries, c'est à la fois les ouvrières des conserveries, mais c'est aussi la métallurgie, puisqu'il fallait fabriquer des boîtes de conserve. Et donc l'un n'allait pas sans l'autre. Et donc il y a des grèves qui éclatent, qui commencent à éclater dans certaines communes, notamment dans le pays bigoudin. Et très vite, les ouvriers et ouvrières de ces secteurs-là l'apprennent. Donc, hop, ils se mettent à leur tour en grève. Souvent, en une demi-journée, c'est fait. C'est bouclé. Le patron cède immédiatement. Parce qu'il a peur qu'il y ait d'une généralisation. Et y compris dans le patronat des conserveries, ce sont des grandes familles qui peuvent avoir des usines un peu partout. S'il y a une usine qui est affectée par une grève, automatiquement, il entame des négociations dans les autres usines qui ne sont pas affectées par les grèves, pour stopper l'hémorragie. Enfin, l'hémorragie de ses revenus. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça peut se propager. Ça se propage aussi par ville entière. C'est-à-dire qu'à Morlaix, on attend le 24 juin pour que la grève touche Morlaix, alors que ça a démarré en France vers le 11 et le 13 mai. Donc il y a un temps de décalage. Et donc à Morlaix, c'est la ville tout entière qui est touchée. Tout à l'heure, on parlait d'une petite entreprise là, qui avait été touchée à Morlaix. Il y a plein de petites entreprises, surtout du bâtiment. Et le bâtiment est le secteur qui s'est le plus mobilisé à Morlaix. Il y a une entreprise de fabrication TSF qui s'est mise en grève avec occupation, parce qu'une des caractéristiques des grèves de 1936, ce sont les occupations d'usines. Ce n'est pas une nouveauté. En Italie, dans les années 20, il y a eu un grand mouvement que Gramsci a d'ailleurs suivi, puisqu'il était journaliste à l'époque dans une des villes où ça a eu le plus d'importance avec les usines Fiat notamment, mais pas que ces usines-là. Les occupations d'usines pour que le patron ne prenne pas l'usine, reprenne pas l'usine avec des jaunes, et pour que l'outil de travail ne soit pas abîmé. Alors, là aussi, il y a une image de l'usine où on fait la fête, etc. C'est une réalité. Mais l'autre réalité sociale, c'est que les salariés tenaient à leur outil de travail et ne tenaient pas à ce qu'on les mette à la porte, qu'il y ait un lock-out. Et voilà. Alors, il y a deux usines, celle du haut, ce sont des ouvriers de Morlaix qui lèvent le poing, qui sont contents, et celle du bas, c'est une usine à gaz à Brest qui s'est mise en grève. Et d'ailleurs, il y a eu une sorte de contre-manifestation parce qu'il y avait des endroits de Brest où il n'y avait évidemment plus le gaz. Et il y a eu une mobilisation syndicale en soutien. Donc pour résumer, les grèves, je reviens sur ma carte, ont touché peu d'endroits. Et quand on voit des grèves dans des campagnes, ce sont souvent des grèves qui sont liées à des entreprises de travaux publics, de construction de routes, etc. Et donc les ouvriers se mettent en grève. Il y a eu des grèves assez amusantes, c'est qu'il y a un ouvrier qui travaillait, c'est un peu d'actualité avec ce qui s'est passé à Paris, sur la flèche de la cathédrale de Quimper. Et donc il s'est mis en grève. Il a déposé les outils là où il travaillait, dans la flèche, et il est parti, parce qu'il a eu un mot d'ordre de son syndicat national, on arrête le travail. Et donc ça a été la grève
la plus piquante, si je puis dire, du moment. Et donc, autrement, ce sont vraiment les centres industriels qui sont touchés. Mais il y a un grand absent, les 60 000 ouvriers qui travaillent dans les champs. Les ouvriers agricoles n'ont pas fait grève dans le Finistère. À ma connaissance, pas dans des tailleurs, des ouvriers qui travaillaient dans le lin, dans les côtes du Nord de l'époque, mais alors qu'il y a eu des grèves dans la Beauce, etc. Il y a des ouvriers agricoles qui ont occupé les fermes et qui ont croisé les bras. Dans le Finistère, il n'y a rien eu du tout. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la fonction publique n'a pas fait grève non plus. Pas plus que l'Arsenal. L'Arsenal, il y a des milliers et des milliers de salariés. À l'époque, ça fluctue entre 5 et 6 000 ouvriers, ce qui est extrêmement important. Alors les ouvriers de l'Arsenal, ça se comprend, puisqu'il y a eu les événements un an avant, en août 1935. Dans la fonction publique, c'est beaucoup plus compliqué. La CGT n'a pas voulu lancer de grève et les fonctionnaires n'ont pas voulu lancer de grève sur un motif qui, moi, me paraît, comment dirais-je, un peu déplacé. C'est qu'il y a plus malheureux qu'eux, mais on trouve toujours plus malheureux que soi. Les ouvriers agricoles, les placénaires, comme on les appelle, qui se levaient à 3 h du matin et qui allaient au pied de la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon pour se faire embaucher tous les jours et qui ne se faisaient pas forcément embaucher, étaient beaucoup plus malheureux que les vendeuses des grands magasins brestois, etc., etc. On trouve toujours plus malheureux que ça. Et donc, les fonctionnaires n'ont pas voulu faire grève à ce moment-là et se sont rendus compte de l'erreur que ça a été ultérieurement. Et donc, cette grève-là a eu un impact sur les partis politiques et les organisations syndicales. Alors là, vous voyez les corporations en grève. Juste, je souligne l'importance du bâtiment. Vous allez voir que l'année suivante, ça va être aussi le cas. Et les ouvriers dockers qui, eux, ne peuvent rien occuper, donc ils s'assoient sur les caisses qui sont chargées de mettre dans des bateaux ou d'enlever des bateaux. Et parmi eux, on ne les reconnaît pas parce qu'il y a aussi ce que j'ai présenté tout à l'heure, les libertaires, les anarchistes, puisque c'était vraiment la corporation des dockers, une des corporations où ils étaient les plus nombreux. Et donc, au niveau syndical, c'est l'explosion syndicale. Puisque, à la fois, il y avait des syndicalistes qui étaient dans les usines, qui ont participé à lancer la grève. Il n'y a jamais eu de mot d'ordre national de grève. Ça, c'est aussi, je pense, un des bilans qu'on peut faire du Front populaire, c'est qu'une grève générale qui fasse peur au patron ne se décrète jamais. Elle se prépare, mais elle ne se décrète pas. Je pense qu'en plus, en 1968, on aurait pu, pour 68, on peut tirer les mêmes leçons. En tout cas, il y a eu des militants syndicalistes dans les usines qui ont profité du moment pour lancer la grève, pour la faire déboucher sur des acquis sociaux. Il y a eu des usines où il n'y avait pas du tout de syndicalisme. Donc les ouvriers ne savaient pas comment négocier avec le patron, sont allés dans les maisons du peuple pour demander des renseignements. Et évidemment, ils ont pris leur carte syndicale. Et donc au niveau de la CGT, le nombre de syndicats a été multiplié par 3 en quelques mois. Le nombre d'adhérents par 4. Et on a créé des unions locales nouvelles, à Concarneau, à Quimperlé par exemple, dans le Sud-Finistère, qui en étaient dépourvus, mais pas que là. On est passé de 7000 adhérents à peu près, parce qu'à la fusion, donc, il y avait 6500 qui venaient de la CGT confédérée, pardon, et les unitaires avaient à peu près 600, comme je vous l'ai dit, donc 7000, 7200. On arrive à 28 500 adhérents au syndicat. Et donc le syndicat, fort de son poids, a cherché, à chaque fois qu'il y avait des négociations, à exclure la CFTC de ces négociations-là et à avoir le monopole de discussion au niveau syndical. Puisque la CFTC, c'est la deuxième organisation dont je l'ai parlé, a elle aussi profité de ce flux-là
Alors quand on va voir les archives de l'évêché, ce que moi j'ai fait, on est très surpris par l'encadrement religieux des militants syndicaux et du syndicalisme. Les tracts sont parfois rédigés par le curé, c'est les militants de la JOC qui peuvent les distribuer, pas toujours, mais c'est souvent le cas. Et l'évêché tient un compte très précis du nombre de sections syndicales, organise les formations syndicales, etc. etc. En tout cas, malgré ça, ça permet à la CFTC de se développer. Moi, j'ai estimé à peu près à 6000 le nombre d'adhérents qu'ils avaient, alors qu'ils en avaient très peu auparavant. Et ils créent une union départementale en 1937. Mais ils ont un sacré problème à résoudre, c'est qu'au moment où on discute des conventions collectives, où les ouvrières se mettent en grève dans les grands magasins, un peu partout, dans les conserveries, etc., où elles revendiquent d'avoir de meilleurs salaires, eh bien la CFTC revendique, elle, d'avoir un salaire familial, que la femme puisse rester à la maison pour être payée pour faire le travail qui doit être réservé normalement aux femmes. C'est sans doute pas de meilleur effet dans le moment, et ça montre l'emprise de la hiérarchie catholique. Et dans les campagnes, alors dans les campagnes, il y a le syndicat de Landerneau dont je vous ai parlé, qui a 40 000 adhérents. Donc c'est une structure solide. Et ils n'ont qu'une peur, c'est que la CGT prenne la place. Parce qu'il y a 60 000 ouvriers. Et donc ils créent comme contre-feu des sections syndicales dans le syndicat professionnel. C'est-à-dire qu'il y a un syndicat de patrons, d'employeurs et d'ouvriers agricoles. Et c'est problématique parce que ce qu'on appelle les pentis, c'est-à-dire les salariés agricoles qui avaient la petite maison en pierre dans laquelle ils pouvaient loger leur famille, dépendent non seulement de leur employeur pour le salaire, mais pour le coucher. Et donc la revendication est compliquée, surtout que Dorgère est arrivé dans le Finistère dans les années 34-35, on le voit pour la première fois en 1933, et qu'il a créé son mouvement dont vous avez peut-être entendu parler, les chemises vertes. Et donc ce sont des fascistes qui l'organisent et qui vont faire le coup de poing dans les campagnes quand il y a des menaces de grève. Et il y a une bonne implantation, je sais pas si, des dorgeristes dans le département. Vous voyez, j'ai fait une carte avec les sections dorgeristes, avec la photo de Dorgère lors d'un meeting, mais je crois que ce n'était pas dans le Finistère. Et vous voyez qu'il quadrille le terrain, sauf le centre-est du Finistère, les vieilles terres rouges, et celles qui deviendront encore plus rouges après la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui est au sud de Plouigneau. Plouigneau, dont il s'est fait expulser par Tanguy Prigent et par Pierre Guéguin au cours de la période Manu Militari. Et donc, ces personnes-là, les ouvriers agricoles, savent qu'elles peuvent les menacer si elles tentent quelque chose de collectif. La CGT a tenté, mois après mois, en 37-38, d'organiser les ouvriers, notamment pendant les foires de la Saint-Michel, où les ouvriers se regroupaient tous pour essayer de trouver un employeur. Vous connaissez ça aussi. Et plutôt dans la région de Sker, ils ont fait des réunions syndicales à ce moment-là, sans grand succès. En 1945, puisque je travaille en ce moment sur les ouvriers agricoles après la Deuxième Guerre mondiale, il y a les ouvriers agricoles représentent, mais que pendant 2 ou 3 ans, un des plus gros secteurs syndiqués de la CGT après la guerre. Des milliers et des milliers d'ouvriers agricoles se sont syndiqués à la CGT, mais après la Deuxième Guerre mondiale, et quasiment tous dans le Sud. Donc pour vous dire que la situation était extrêmement compliquée. Par contre, quand on regarde le nombre d'ouvriers agricoles qui se sont syndiqués à l'Office central de Landerneau de Degueil-Briand, il y en a un peu plus de 2000. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les ouvriers agricoles ont boycotté, ne pouvant faire mieux, le syndicat agrarien, le syndicat Landerneau.
la meilleure réponse qu'ils pouvaient faire avec les moyens qu'ils avaient, c'était de ne pas se syndiquer, ce qu'ils n'ont pas fait en très grande majorité. Donc moi j'analyse ça plutôt comme un acte de résistance. Il y a des ethnologues qui parlent de discours cachés, quand les gens ne disent pas les choses franchement, mais le montrent par des abstentions, des gestes qui sont pas faits. Donc voilà. Quant aux partis politiques, eh bien, c'est la même chose. La SFIO va monter. Je vais passer très vite parce que je pense que le temps tourne. La SFIO va monter, va prendre des cartes, mais regardez le pourcentage de progression. Le Finistère a un sacré handicap dont j'ai parlé tout à l'heure, qui continue de perdurer pendant la période. Il progresse à partir de 1935, la période unitaire, mais beaucoup moins que la moyenne de la Bretagne, alors là c'est une progression logarithmique, ou que la moyenne nationale. Après, les partis perdent des adhérents en 1937, mais c'est lié à la politique du gouvernement dont je vais parler tout à l'heure. Le PC, là, pareil, c'est l'explosion. Donc on avait parlé avant le Front Populaire d'à peu près une centaine. Vous voyez un peu la progression, ils arrivent à 3000, non, 2000, pardon. C'est 2000. 2000 au moment du Front Populaire, avec une structuration sur une partie importante du département, mais c'est lié aussi au monde ouvrier. Globalement, quand je dis monde ouvrier, ils ont une cellule ASCAIR. Et pour la première fois, le Parti communiste arrive à avoir des sections d'entreprise. C'est-à-dire qu'un des objectifs que ce parti a, c'est d'avoir des sections spécialisées dans les usines. Ils arrivent à en avoir dans le monde agricole, avec des paysans, c'est-à-dire des propriétaires qui exploitent leur propre terre. Ils arrivent à en avoir à l'Arsenal de Brest, et ils arrivent à en avoir au niveau des ouvriers agricoles et des marins pêcheurs. Donc voilà le taux de progression du Parti communiste. Il y a 14 cellules sur Brest au meilleur niveau. Quant aux droites, eh bien, elles progressent aussi. Et elles progressent, on les appelle pour partie les nationaux. C'est-à-dire, à part les démocrates chrétiens qui avaient voté certaines des mesures du Front populaire au début du Front populaire, certaines des mesures sociales, le reste des élus sont des élus qui sont d'une droite dure, même extrêmement dure. Et donc ils organisent en 1937 une mobilisation. Les droites arrivent à mobiliser pendant le Front populaire, là, à peu près 15 000 personnes, ce qui est quand même extrêmement important. Mais il faut dire qu'avant le Front populaire, je ne voulais pas montrer, les seuls qui occupaient la rue, les années 24-25 jusqu'à 33-34, ce sont les droites et les catholiques, ce que moi j'appelle les forces adverses. L'évêché a réussi à un moment à regrouper 80 000 personnes dans une réunion catholique, alors présentée comme religieuse, mais tous les députés de droite, tous les conseillers généraux de droite, etc., tous les dirigeants agricoles étaient présents. Elle avait une connotation extrêmement politique. Le syndicat agricole réussit à regrouper 20 000 personnes en 1933, et je pourrais citer comme ça un certain nombre de mobilisations. Et il y a un nouveau menu dans le monde politique. Les croix de feu, dont vous avez peut-être entendu parler, les croix de feu du colonel Delarocque, qui ont été dissoutes par le gouvernement Blum en 1936 et qui renaissent de leurs cendres tout de suite. Ils se sont structurés en Parti social français, qui lui a une progression extraordinaire. Il devient le principal parti politique français. Et pour vous donner quelques chiffres, ils étaient 350 en 1934, 3500 en 1936 par 10, et de 3500 ils passent à 12 000, donc par 4 encore, la multiplication, en 1937. Donc alors il y a un débat chez les historiens pour savoir si c'est un parti de la droite classique qui donne, après la guerre, qui donne naissance au parti de droite classique après-guerre, ou si c'est un parti d'extrême droite. Certains le qualifient même de parti fasciste.
Moi, je penche plus vers la deuxième analyse, parce que quand on voit les rassemblements militarisés qu'ils font dans le département, il y a quelques escarmouches, notamment à Morlaix, où ils empêchent le Parti socialiste de faire un meeting pendant le Front populaire. Il y a des mobilisations militarisées avec des voitures, ils parcourent les campagnes avec des voitures, donc c'est vraiment impressionnant. Le dirigeant local de ce parti-là, c'est le commandant Leclerc, qui est le père de celui qui a fondé les magasins Leclerc à Landerneau après la guerre. Voilà. Et qui a construit ce parti-là, qui en a été le dirigeant régional. Donc les forces de droite et d'extrême droite sont très puissantes dans le département. Ils organisent, en 1939, le parti organise, le PSF, une manifestation champêtre qui réunit plus de 30 000 personnes à Fouesnant, donc en 1939. Alors ils ont quand même quelques problèmes, parce que chaque fois qu'ils font des meetings, les forces de gauche arrivent, et à cette époque-là, dans les meetings, les gens qui assistent au meeting élisent le bureau de meeting. Et donc, si un meeting de l'extrême droite, il y a plein de gens de gauche et d'extrême gauche, eh bien, les gens qui président le meeting de l'extrême droite sont de gauche. Et ça arrivait tellement régulièrement qu'ils ont décidé de ne plus en faire pendant un moment. Et quand il y a un revers, et quand la gauche subit des revers en 1938 et puis en 1939, ils reviennent sur le devant de la scène. Et il y a une organisation plutôt, qui a un poids terrible dans le département. C'est la Fédération nationale catholique, qui organise dans chaque paroisse des sections de la Ligue de défense catholique. Il y a 40 000 hommes à la fin du Front populaire, parce qu'ils sont séparés entre hommes et femmes. Il y a 40 000 hommes à la fin du Front populaire et 40 000 femmes qui sont organisées dans ces groupes. Ils ont en plus des mouvements qui commencent à apparaître, la JOC, la JAC, la GEC, qui commencent à s'implanter, plutôt la JAC d'ailleurs dans les campagnes, qui ont beaucoup de formation, mais on les verra plus tard, il y a des cours Vennec, etc. Ils sont en train de semer des graines pour après. Mais ils ne le savent pas sur le moment, mais ils sont en train de semer des graines et ils prennent beaucoup de précautions et de moyens pour ce faire. Ils sont en train de transformer l'Église catholique, mais en même temps, elle est en train de commencer à péricliter dans plein d'endroits. Donc c'est une équation difficile à résoudre. Mais en tout cas, les droites ne font rien qui chagrinerait l'évêché pendant cette période-là, c'est extrêmement clair. Et pendant la période, dans les campagnes, ça s'était un petit peu agité et ça se calme, mais en même temps, dans le monde ouvrier, tous les acquis sociaux commencent à être, comment dirais-je, grignotés. Regardez le pouvoir d'achat au niveau de l'inflation. L'inflation était en train de baisser depuis les années 30, le début des années 30. Il y a eu la crise, etc. Wall Street, 29, vous en avez entendu parler. Mais au moment du Front populaire, l'inflation repart. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de phénomènes qui jouent, mais en tout cas, l'inflation repart. Sans doute que le patronat considère qu'il paye trop de salaire, donc on augmente le prix de vente de ce qui est produit, mais pas que ça. Et évidemment, les ouvriers qui ont obtenu 5, 10, 15% d'augmentation du pouvoir d'achat au moment des grèves de mai, juin, juillet, août 36, au début de l'année 37, c'est renié. Et donc, ça fait monter les tensions sociales. Et donc, il y a une nouvelle vague de grève qui se déclenche en fin d'année 1936 et pendant l'année 1937, notamment dans le département. Et au niveau national, en 1938, il y a encore une poussée de fièvre, dont je vais reparler tout à l'heure très rapidement.
Par contre, les ouvriers agricoles, leur pouvoir d'achat, leur salaire, eux, a augmenté. Et donc, le calme règne dans les campagnes de ce point de vue-là. Alors là, je suis un petit peu trop tôt. Et parce qu'en même temps que la situation des salariés se dégrade, eh bien la situation politique est en train d'évoluer très rapidement, une fois que le gouvernement a été installé. Parce que, évidemment, au niveau de la politique économique ou internationale qui est faite, des tensions apparaissent entre ceux qui soutiennent le gouvernement et le gouvernement. La question espagnole, hein, le 18 juillet 1936, les félons, les militaires félons attaquent la République espagnole et le Front populaire espagnol, avec les conséquences sur lesquelles je passe tout de suite. Le gouvernement Blum décide de fermer les frontières pour qu'il n'y ait pas d'armes délivrées, que l'État français ne vende pas d'armes. Évidemment, c'était un jeu totalement inégal parce que et les Italiens et les nazis se précipitaient pour fournir les armes, y compris les soldats, Guernica, Sénéchka. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Et c'est le moment des brigades internationales. Dans le département, l'EPC lance des brigades internationales. Il y a un nombre important de personnes qui y vont. Il y a des personnes qui en meurent, évidemment. Je pense notamment à un jeune ouvrier agricole de Quimperlé qui a été candidat au cantonal, qui part et qui décède sur le front en 1938. Et ce n'est pas le seul qui s'est arrivé. Et il y a aussi, et je le dis parce que voilà, je suis historien, il y a des militants anarchistes qui sont partis, beaucoup moins, mais il y a une solidarité des militants de gauche en général qui s'est exercée, notamment par, plutôt que bon, le PC envoie des hommes et du matériel, les autres organisations envoient plutôt des camions avec des vêtements, de la nourriture, etc. Et évidemment, il y a aussi les mouvements qu'on a connus, mais là je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je crois qu'il y a eu des expositions sur Morlaix sur le sujet. Il y a les exilés qui arrivent par vagues successives, qui repartent et qui sont hébergés un peu partout dans la région jusqu'à la retirada, qui amène un flot extrêmement important à la fin de la guerre. Et il y a la pause politique des réformes, puisque devait être votée une réforme pour les vieux, qui n'a pas été votée. Devait être voté un certain nombre comment dirais-je, de points favorables au salariat, et Léon Blum décide de la pause et d'évaluer pour essayer de faire revenir l'argent, puisque les frontières n'avaient pas été fermées, donc l'argent des possédants était parti massivement à l'étranger, et il voulait faire redémarrer l'économie, et notamment, très rapidement, la fabrication d'armements, puisque on sent très vite que les tensions internationales sont en train de se développer. Donc en 1937, il y a deux facteurs qui sont contradictoires. Le premier, c'est qu'on a le plus grand mouvement de grève qui est connu le Finistère, avec 88 000 journées de travail perdues. Il y a deux énormes grèves dans il ne faut pas tricher, regardez, hein, c'est après. Il y a deux grèves extrêmement importantes qui touchent le bâtiment dans le Nord Finistère au printemps et dans le Sud Finistère à l'automne, sur des questions de conventions collectives, de salaire, etc. Le patronat cède en partie. Mais quand on regarde cette énorme grève et qu'on enlève le bâtiment, il n'y a plus quasiment aucun autre secteur qui s'est mis en grève. Conserverie, très rarement, métallurgie pareil, des petites usines, etc. Pratiquement plus personne dans le Finistère, à part le bâtiment, fait grève. Pourquoi? Parce que le gouvernement, avec l'accord de la CGT, à l'automne 1936, a craint qu'il y ait une augmentation des grèves, et a craint qu'il y ait des tensions qui arrivent, et qu'il y ait une confrontation au bout du compte. Et donc a été votée le 31 décembre 1936
une loi qui va absolument éradiquer toutes les grèves, une loi dite de conciliation. Cette loi prévoit que quand il y a un désaccord entre le patron et les ouvriers, il y ait une rencontre qui soit faite, une négociation. S'ils ne sont pas d'accord au bout de 4 jours, il y a une conciliation qui est faite quelques temps plus tard. Le délai n'est pas précisé. Avec une personnalité qui est un peu, aujourd'hui, vous connaissez le défenseur des droits, par exemple. Bien, ce sont des personnes de la fonction publique, de la haute fonction publique, d'anciens juges, etc., qui sont désignés pour assumer cette tâche-là, qui sont au centre et qui rencontrent le patron et les ouvriers, et qui discutent avec eux de la santé de l'entreprise, des demandes ouvrières, de l'inflation, puisqu'il y a des indices du coût de la vie à Brest qui sont différents à Quimper, etc. Et à partir de là, la personne qui est chargée de la négociation propose un compromis. Si le patron ou les ouvriers refusent, en général c'est le patron, eh bien il y a un surarbitrage quelque temps après. Et donc quand on regarde ce qui s'est passé, il n'y a quasiment jamais d'accord. Quand un arbitre prend une décision qui est défavorable le patron la refuse, et dans la loi, il n'y a rien qui permet de faire pression sur le patron. Et donc ce qui fait qu'en 1937, les ouvriers s'épuisent à faire des négociations de ce type-là et ça n'aboutit à rien. En 1938, je vais plus vite, le gouvernement Blum est parti mi-1937, le 21 juin 1937, parce qu'il n'arrivait pas à obtenir l'accord du Sénat pour des raisons financières. C'est un gouvernement chotant, je vous passe les différents soubresauts gouvernementaux, mais toujours est-il que à la fin du printemps, c'est Daladier qui prend le pouvoir, et là, il est décidé que les 40 heures sont terminées. Il décide qu'on doit remettre au travail le monde du travail, alors qu'il y a du chômage technique dans un nombre important d'entreprises et qu'elles n'ont pas toutes forcément à fournir du travail pour les 40 heures. Et donc le 28 août, si mes souvenirs sont bons, il prononce un discours radio-diffusé qui est une déclaration de guerre au monde ouvrier. Et la CGT décide, lors de son congrès suivant à l'automne, de faire une grève générale le 30 novembre 1938. Et quand la CGT prépare sa grève, le gouvernement la prépare de son côté. Et donc, il prévoit des gardes armés, c'est l'armée qui occupe le terrain, dans les différents points stratégiques du département, les arsenaux bien évidemment, les endroits qui fournissent de l'énergie, les voies de chemin de fer, les voies de circulation, les gares, etc., etc. Les fonctionnaires reçoivent un ordre de se présenter au travail, ils sont réquisitionnés. La non-réquisition entraînera, leur dit-on, un renvoi immédiat. Les employeurs reçoivent des consignes, les employeurs privés, des autorités pour leur dire qu'il faut appliquer la plus grande sévérité envers les ouvriers. Bref, la grève est un échec. Les réunions préparatoires sont faméliques. Les ouvriers vont au travail, y compris, pour vous dire, la pression à la faïencerie. H.B. Henriot, le commissaire de police qui est chargé de faire le rapport sur la situation de Quimper, souligne que les ouvriers qui arrivent habituellement en retard, ce jour-là sont à l'heure. On en rigole, mais la pression a dû être terrible sur ces personnes. Et la répression arrive à la fin, parce qu'évidemment les dirigeants syndicaux de la CGT, eux, ne pouvaient pas ne pas faire grève. Donc ils font grève. Et ils sont tous révoqués. Charles Berthelot, qui est le secrétaire de la CGT, c'est quelqu'un qui est un ancien anarchiste, qui est devenu réformiste avec le temps. Ernest Miry, qui est un dirigeant de l'Arsenal, qui sera un dirigeant départemental de la CGT après la Deuxième Guerre mondiale, est révoqué aussi, etc., etc. Il y a plusieurs dizaines de militants du syndicalisme philistérien qui sont révoqués. Certains sont mis à domicile pendant une longue période sans salaire, puis repris après.
Bref, le mouvement ouvrier est brisé. Et le gouvernement est arrivé à ses fins. Et entre-temps, je dois le dire, les radicaux ont trahi et donc soutenu les mesures du précédent gouvernement. J'ai été très court dans la dernière période parce que je suis très bavard. Et donc, voilà. Juste pour vous montrer que les capitalistes font de l'argent avec tout, y compris avec les grèves, puisque un assureur tempéraire proposait, en cas de soulèvement populaire, d'assurer les biens. Je dois dire que celle-là, elle m'a laissé bavard. Je vous remercie. Alors, on peut se donner un quart d'heure, 20 minutes pour des questions, un échange si vous voulez. Je pense que l'intervention de Jean-Paul était vraiment très très riche et appelle certainement des commentaires, des compléments d'expérience ou de souvenirs ou des questionnements supplémentaires. Oui, moi je ferai une constatation en fait. À l'heure d'aujourd'hui, on est à l'identique à ce qu'on était à ce moment-là, en 1938, puisque maintenant il y a énormément de répression aussi au niveau des ouvriers, et aussi bien au niveau du public que du privé, surtout du public. Et voilà, donc en fait c'est la roue qui tourne, et puis on a l'impression que il y a un moment donné où il y a une poussée de la gauche avec des ouvriers et des salariés qui se battent, et puis avec la répression du gouvernement, voilà, et le capitalisme font que ces ouvriers-là arrêtent de faire grève, et puis ils rentrent dans le moule, quoi. Je répondrai. Quelle est la part, quel est le poids ou le rôle de la manufacture de tabac de Morlaix dans la mobilisation de la ville? Je note 2 ou 3 questions et puis. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui a été un système mis en place pour faire échec à toutes les revendications, c'est-à-dire ce fameux comité installé par le gouvernement pour des pseudo-négociations obligatoires qui n'aboutissaient jamais, et les lois au roux qui, dans un certain sens, par la suite, beaucoup de la théorie, beaucoup d'acquis sociaux étaient dus aux luttes. Et la règle était le rapport de force avec le patronat, qui n'en connaissait pas d'autre et qui, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, n'a jamais eu volonté BMR à part sous la contrainte de négocier. Et les lois au roux aussi, on pourrait dire parallèlement, ont obligé à des négociations qui ont vachement fait reculer les acquis sociaux et puis les victoires de conquête. Donc moi je fais un parallèle, mais bon, ça ressemble beaucoup. Hein. Oui. Est-ce que le fait en campagne, par exemple, dans le Finistère comme en Bretagne, les gens parlaient breton. Est-ce que ça n'a pas été un frein aussi, ça, à l'émergence de militants, et voilà, par rapport aux Français, des militants qui venaient d'ailleurs, par exemple, ça n'a pas été un frein? Je vais peut-être répondre. Bon, là, je suis là en tant qu'historien, donc c'est un peu. Il y a certaines questions qui sont un peu compliquées à répondre en tant qu'historien, mais si je peux faire un parallèle historique par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, je dirais qu'on est en phase ascendante.
Donc, pour blaguer, je dirais qu'on est avant le Front populaire. Voilà, parce que il y a quand même peu de mobilisations populaires qui ont obtenu des acquis sociaux. Il y a 36, il y a 68 et il y a 95, mais qui a été beaucoup plus défensif qu'offensif. Alors les grèves défensives et offensives, la différence c'est que les grèves qui demandent à ce qu'un ouvrier qui subit la répression ne soit plus réprimé, c'est une grève défensive. Une grève qui refuse que les salaires diminuent, c'est une grève défensive. Une grève qui demande une augmentation de salaire, pour moi c'est une grève offensive. Donc 68 a été aussi, alors je ne fais pas le parallèle avec 36 parce qu'il faudrait être attentif à tout ça, mais a donné des gains importants et historiques. Et depuis, donc il y a 95, et depuis, on a eu je ne sais plus combien de millions d'euros là, qui ont été donnés. Tous les retraités ont bénéficié du mouvement des Gilets jaunes. Alors je sais, simplement parce qu'il n'a pas appliqué une mesure qu'il aurait dû appliquer de CSG sur les retraites. Voilà, donc c'est la première fois qu'il y a un mouvement populaire de masse. Voilà. La seule différence, c'est qu'il n'est pas dans les usines. Et moi, en tant qu'historien, je constate que les grands acquis sociaux ne se font que dans les usines. Quand je dis dans les usines, c'est sur les lieux de travail. Voilà. Alors, c'est aussi symptomatique, ça, non pas d'un recul historique, c'est symptomatique de questions qu'on doit tous se poser sur le fait que les contre-pouvoirs, syndicats, partis politiques, associations culturelles, etc., n'ont peut-être pas été à la hauteur de la tâche. Mais je pense que ça montre aussi un déficit de confiance dans les organisations qui représentent les salariés. Mais moi je suis assez optimiste parce qu'il y a des mouvements sociaux qui continuent de se développer. Au niveau international, il y a une poussée de l'extrême droite, mais il y a aussi de la gauche au niveau international qui pousse. Donc je ne suis pas si pessimiste que ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand le pouvoir n'obtient pas, et ça c'est une pensée, c'est un concept gramscien, on gouverne par le consentement ou par la coercition. Le consentement, c'est qu'on essaye d'apprendre par l'école, la culture, aux personnes que l'endroit social où elles sont est le bon dans lequel ils doivent rester. C'est-à-dire que les possédants, c'est normal, c'est par essence qu'ils sont possédants. Ceux qui ne sont pas possédants, c'est normal qu'ils soient dans les lieux où ils sont. Et si le consentement ne suffit pas, eh bien, ceux qui gouvernent prennent peur et utilisent la coercition. Et la coercition, c'est la force armée. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Et donc il y a une bataille culturelle qui est importante à mener et que, voilà. Enfin, c'est mon point de vue. Pour la manufacture, elle n'a pas eu un grand rôle. Alors, il y a eu quelques mouvements, mais pas de tout le personnel. Mais, bon, je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça ne m'a pas frappé. Il y a peut-être eu un rôle politique, c'est-à-dire que les dirigeants syndicaux ont peut-être joué des rôles d'animation dans l'union locale, CGT réunifié, mais voilà. De même que l'Arsenal n'a pas joué un grand rôle pendant le Front populaire, alors que c'était une force de frappe terrible. Mais la CGT n'a pas voulu. Il y a eu un débrayage pendant le Front populaire à l'Arsenal sur un bateau qui était en construction qui s'appelait Dunkerque. Et ce sont plutôt des militants anarchistes qui ont lancé le mouvement et qui se sont fait taper sur les doigts par la Confédération parce qu'ils avaient lancé le mouvement. Mais il n'y a pas d'autre. Et pour répondre, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la loi Auroux? Quand il y a des négociations obligatoires, il y a sûrement un lien. Alors je ne connais pas assez en tant qu'historien la loi Auroux pour comparer, mais c'est évident. Ce qui est évident aussi, c'est qu'il y a eu, avec les années précédentes, alors je crois que M. Macron n'a pas bien compris
que c'était un outil important, une institutionnalisation des syndicats. Le mépris qu'il a eu pour les dirigeants syndicaux, notamment je pense à un d'entre eux qui n'a pas beaucoup apprécié, a joué contre son camp. Parce que quand on institutionnalise comme ça des contre-pouvoirs, eh bien, on diminue leur indépendance. Enfin, c'est moi ce que je constate au moment du Front populaire. Et sur le breton? Ah pardon, et sur le breton, alors, je pense pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que l'Église catholique se servait abondamment du breton. Elle avait un certain nombre d'hebdomadaires, elle en avait 3 ou 4 dans le département. En plus, elle s'appuyait sur l'Ouest éclair, qui était pas inféodé directement, mais qui était dans ce courant-là. Et un des hebdomadaires de la région brestoise, me semble-t-il, et avait sa première page entièrement en breton. Et c'était au contraire pour pouvoir pénétrer dans les campagnes où les ouvriers agricoles parlaient souvent le breton uniquement. Et il y a une autre catégorie ouvrière dont je n'ai pas parlé, c'est les ouvriers ruraux. Parce que si vous faites votre arbre généalogique et que vous regardez sur Internet les recensements, vous voyez qu'il y a beaucoup de tailleurs, de charrons, de bistrotiers, etc. Eh bien, soit ils travaillent tout seuls, soit ils ont des ouvriers. Et il y a dans les campagnes des milliers et des milliers et des milliers d'ouvriers. Moi, je suis originaire de Combrit. Il y a énormément de tailleurs qui ont des petits ateliers de tailleurs avec des ouvrières et des ouvriers tailleurs. En plus, en Pays Bigoudin, on fait des costumes compliqués, donc il faut du monde. Et donc, tout ce monde-là, eh bien, une des sources d'information qu'il avait, c'était au travers du breton, je pense. Et il y avait un mouvement progressiste, Arfads, qui essayait au contraire de faire progresser le breton. Donc, je pense pas. Quelle a été la position de l'Église face au fascisme, Hitler, Mussolini, Franco Elle a été compliquée, en tout cas pour la période qui, moi, m'intéresse. Il n'était pas hostile du tout au Parti social français, ça c'est clair, mais il ne voulait pas s'afficher directement. Il trouvait qu'au niveau des idées, ils étaient un peu trop remuants. Par contre, ils étaient assez hostiles à Dorgère, parce qu'ils pensaient que ça risquait de détacher les travailleurs des campagnes et que c'était un mouvement beaucoup trop laïque. C'était un mouvement fasciste. Et les fascistes n'avaient pas d'accointance en termes de croyance avec l'Église pour grande partie d'entre eux. Je pense que l'Église se méfiait quand même, mais le commandant Leclerc, je pense, ça ne lui posait pas de problème. Vous comptez les points et regardez où était son intérêt. C'est mon réponse. Parce que la Jacques, je disais, la Jacques et la Jacques, moi je vois un rôle tout à fait important dans le cadre de la résistance. Oui, mais ils étaient peu nombreux à ce moment-là. Ils commençaient à se développer. Mais l'Église catholique regardait ça de très très près et soutenait très fortement ce mouvement qu'on appelle les mouvements spécialisés, y compris contre une partie des croyants et qui ne comprenaient pas. Parce que faire du syndicalisme, parce que le militant de la JOC était à la CFTC, et faire du syndicalisme pour certains d'entre eux, c'était très compliqué. Alors, pour vous donner une idée, il y avait un membre de l'Église, le directeur des œuvres, qui s'appelait l'abbé Le Goasguen, qui était un homme très très intelligent et qui a essayé de comprendre ce qui se passait dans le monde ouvrier en 1936. Il s'est rendu compte que la Maison du Peuple de Brest était un secteur stratégique, c'est-à-dire que c'était un petit peu comme une émulsion dans le mouvement social, gréviste,
que les gens venaient de tout lieu pour avoir des informations sur les salaires, qu'est-ce qu'il fallait demander, avaient des problèmes d'ordre par rapport aux notaires, aux impôts, on leur faisait leur déclaration, il y avait une aide, il y avait des cours du soir qui étaient faits, il y avait de l'éducation populaire qui était faite. Et donc, il a fait faire une enquête sur la Maison du Peuple, et il a lancé une souscription pour avoir une Maison du Peuple catholique, parce qu'il s'est rendu compte que c'était extrêmement important. Mais il s'est heurté, il a dépensé une énergie folle là-dedans. Il s'est heurté à un manque d'adhésion, si je puis dire, au projet du peuple catholique, qui ne comprenait pas qu'on fasse une maison du peuple, qui était pour eux une maison du diable, sûrement, catholique. Ce qui n'empêche qu'il a été extrêmement longtemps, et au bout d'un moment, il y a eu un reflux de la combativité ouvrière, et donc le projet a été de fait abandonné. Mais pour vous montrer que l'Église catholique a suivi ça d'extrêmement près et a collé. Alors après, les militants de Majoc se sont formés effectivement, et au moment de la résistance, ils avaient une véritable formation politique et syndicale dont ils ont dû se servir. Mais là, je ne suis pas un spécialiste de cette question, donc je n'irai pas plus loin. Moi, je vais te soumettre deux remarques. La première, c'est que 1936 donne aussi des leçons peut-être d'optimisme et d'espoir, parce qu'on voit qu'une gauche qui était minoritaire sociologiquement dans le Finistère, comme sans doute en France, particulièrement dans le Finistère, parce que c'était un département peut-être plus rural, et ben elle peut gagner tout à fait en force et en capacité d'initiative et d'action et de succès en s'unissant. Et donc on est aussi, nous dans la situation actuelle, face au défi de l'unité à gauche, quoi, sur des bases vraiment de gauche. Et une part des impasses auxquelles on est confronté vient de notre désunion et notre incapacité à nous unir, à retrouver un projet fédérateur. Et la deuxième remarque, c'est que on voit bien que ce bloc de gauche, qui était quand même très disparate entre les radicaux qui étaient plutôt des forces bourgeoises, libérales, mais laïques, et socialistes, communistes, et ben ça éclate sur la question sociale, la question des conquêtes ouvrières, et qu'on va voir, c'est quand même frappant que cette même majorité qui va, sous la contrainte quelque part du mouvement ouvrier, qui va voter un certain nombre d'acquis sociaux importants, et ben, elle criminalise le mouvement ouvrier en 1938, elle cherche à décapiter le mouvement syndical, et derrière il y a aussi plus tard l'interdiction du Parti communiste, les députés, les élus communistes qui vont être pourchassés, mis en prison, envoyés au bagne, voire conduits, parce que c'est la même classe dirigeante qui gouverne à la fin de la République sous Daladier et au début de l'occupation. Donc il y a une continuité entre finalement cette société du Front populaire et la société de l'occupation. Et de la même manière, dans les effectifs de la résistance, moi j'ai étudié un petit peu la résistance finistérienne, on voit qu'il y a beaucoup d'ouvriers, paysans, petits fonctionnaires qui sont rentrés dans la résistance d'abord parce qu'ils ont été formés politiquement dans le Front populaire. Certains en partant aussi dans les brigades internationales et en revenant faire de la résistance dans le Finistère. Alors moi, pour parler, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je pense que le Front populaire est mésestimé en termes historiques. Je pense que c'est un bon outil pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Ce que je crois aussi, c'est qu'il y a eu une défaite par peur de la réaction. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un peu comme du tir à la corde. Jamais, dans du tir à la corde, on arrive à gagner quand on relâche la pression. Et donc, à partir du moment où le gouvernement Blum, à l'automne 1936, a mis la pause, que la CGT a accepté ce qu'elle a regretté 2 ans après. J'ai lu les textes de la CGT sur la conciliation,
elle a regretté, elle a bien vu que c'était un outil qui était désastreux pour le monde du travail. Mais si on arrête de tirer sur la corde, on perd parce qu'en face, il tire toujours. Et moi, une des leçons que je retire du Front populaire, c'est qu'il faut toujours l'unité pour avancer. Et une fois qu'on a acquis des choses, il faut continuer à la défendre, parce qu'on les perd rapidement. Ces deux éléments qui, moi, sont extrêmement importants. C'est pour ça que je ne suis pas pessimiste sur la période. Je pense que, comme tu l'as dit, à certains moments, et ça s'est vu après 68 aussi, il y a eu des acquis sociaux, et les organisations, et là je ne suis pas un spécialiste, mais les organisations du mouvement social ont largement progressé à partir des mobilisations de 68. Donc on va voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a un problème stratégique, c'est qu'il n'arrive pas à bloquer l'économie au niveau du pays, et que ce n'est que comme ça, nous apprend l'histoire, je pense, qu'on arrive à faire pencher la balance du côté du progrès social. À l'occasion de vos recherches sur Tanguy Prigent, est-ce que vous avez vu dans la presse le nom de François Kerbrony? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne me souviens pas. Parce qu'il a travaillé avec Tanguy Prigent, enfin, c'est mon grand-père. Ah, oui. Il a travaillé avec Tanguy Prigent, il lui a même écrit ses discours et tout ça. Ah oui. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de lire... Votre livre? Pardon? Lire votre livre? Non, 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 pas du tout. Enfin, quand je dis pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne vous déconseille pas de lire mon livre, mais c'est pas celui-là que je voulais vous conseiller. Il y a un historien qui s'appelle M. Boujard, Christian Boujard, qui a écrit une biographie de Tanguy Prigent qui est passionnante. Ouais. Voilà, et sa fille écrit aussi. Sa fille, oui. Des bouquins. Et par ailleurs, donc, je vous le redis, quand on va sur le site des archives départementales, il y a toute la presse de l'entre-deux-guerres, enfin pas toute, une partie importante de la presse de l'entre-deux-guerres qui est accessible. Et donc, et on peut faire des recherches par nom, parce qu'ils ont fait de la recherche de reconnaissance optique de caractère. Et donc, on peut faire de la recherche, vous tapez le nom de votre grand-père, peut-être que vous arriverez à trouver. Sur le breton socialiste est accessible notamment, et donc vous avez peut-être des possibilités. Et il y a un autre journal qui est passionnant à regarder, c'est la Dépêche de Brest. Donc c'est le Télégramme de Brest qui a eu un financement et qui a financé en partie la numérisation de la Dépêche de Brest. Et donc on peut faire des recherches jour par jour, et c'est vraiment passionnant à lire sur tout un tas de sujets, pas seulement de syndicalisme ou de politique, mais sur tout un tas de sujets, et je vous incite à le faire, y compris quand on fait de la recherche généalogique, ça peut être intéressant. Voilà. Les archives, je ne sais pas si vous avez vu, mais la photo de couverture du livre de Jean-Paul Sénéchal vient des archives d'un ancien secrétaire départemental du Parti communiste, Pierre Le Rose, et c'était le conflit de la galoche pendant le Front populaire à Rospordin. Et il y a eu un certain nombre d'archives qui ont été conservées comme ça.